Donc, Dominique tout à l'heure a dit penser ensemble, et puis Jean-Louis a repris derrière en disant la pensée, peut-être, mais pas que, quoi. Et effectivement, c'est pas ni Claudia ni moi, nous n'aurions du goût, à la fois à titre personnel, ni parce que c'est aussi avec le chat, on ne va pas penser avec vous tout l'après-midi. On ne va pas faire que ça, on n'a pas envie de ça. Hein. Et notre envie, elle est à la fois d'interagir avec vous, c'est quelque chose qui est important pour moi, et puis on a envie de vous faire vivre aussi des expériences. Limitées dans notre cadre, mais quelques expériences, et on a envie de commencer tout de suite par une première expérience maintenant. Et je vais vous proposer de prendre une feuille, un bout de feuille, je vous donne un bout de feuille, un stylo. Vous n'aurez pas beaucoup de choses à écrire, hein, et ce que vous allez écrire ne va concerner que vous, et vous n'aurez pas à le partager avec d'autres, enfin, sauf si vous en avez vraiment envie. Une interrogation écrite, en fait. On ramasse les papiers à la fin. Donc, une première demande que je vous fais, là, et je vais vous demander de l'exprimer sur ce bout de papier, c'est là, maintenant, il doit être 15h, bientôt 15h, là, dans cette salle, avec les premières présentations qui ont été faites, présentations très riches de Jean-Louis. Je me suis dit à un moment, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter d'autre que ce qu'il a dit. Donc dans cette salle, là maintenant, avec, je ne sais pas ce qui vous a habité en venant ici, puis ce qui est là maintenant, face à nous que vous ne connaissez pas pour la plupart, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Qu'est-ce qui est là en vous, hein, là au milieu d'autres, face à nous? Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir au niveau émotionnel, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir peut-être corporellement aussi, hein, peut-être des petites douleurs par-ci, par-là, bien ou mal assis, que sais-je. Voilà, juste une première tentative pour à la fois ressentir et puis exprimer ce ressenti sous forme d'un écrit. C'est un premier temps pour essayer d'être un peu plus en conscience avec ce qui est là pour vous. Pendant que je vous parle, que je vous regarde un peu de manière appuyée ou pas. Traverse aussi. Ça peut être quelque chose d'imaginaire aussi qui peut être là. Ok? C'est bon? Et maintenant, j'ai envie de vous raconter deux, trois choses de moi. Des choses qui sont là, enfin j'y ai pensé ce matin, voilà. Puis j'ai envie de partager ces deux, trois choses avec vous. Une première des choses, c'est une cliente qui m'a beaucoup touché cette semaine, une cliente en coaching. Et elle m'a vraiment, quand je dis touché, même quelque chose de, j'allais dire bouleversé, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment touché énormément. C'est une jeune femme extrêmement brillante, à des postes de très haut niveau dans une grande banque française, et à la fois jeune, voire très jeune pour ce poste-là, donc très brillante, et qui est dans une difficulté terrible, une forme de blocage, on va dire, émotionnel, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à s'exprimer dans un collectif. Hein.
à exprimer ses idées, ses envies, son opposition, une forme de blocage terrible. Et donc nous avons démarré cette semaine ce coaching ensemble, et elle m'a parlé elle a commencé à me parler de ça, et elle a beaucoup pleuré dans cette première séance, quand elle m'a parlé de tout ça. Elle me disait que c'était la première fois qu'elle parlait de ça comme ça, et avec cette émotion-là. Et c'est vraiment quelque chose il y avait une forme, ce que j'ai pu ressentir en tout cas, moi, ce que je pouvais imaginer d'elle, c'est quelque chose autour de la détresse. Voilà, j'avais envie de vous dire quelques mots sur cette cliente de cette semaine, et vous dire que cette personne m'avait beaucoup touché. Et je lui ai parlé de ça, d'ailleurs, combien elle me touchait dans cette forme de solitude aussi dans laquelle elle était. Alors j'avais aussi envie de vous dire une deuxième chose, moi, qui est un peu plus générale. C'est les intervenants précédents s'interrogeaient sur l'engouement, sur à la fois ce cadre de référence, cette école de pensée. Moi, j'avais envie de vous dire, après coup, qu'est-ce qui m'a fait venir à travailler dans ce cadre-là. Et je vais dire après coup, avec si je voulais reprendre Perls dans le « j'ai conscience de », j'ai conscience que je suis venu travailler dans ce cadre-là, que je fais ce métier d'accompagnement dans un cadre gestaltiste, parce que c'était pour moi une manière de me soigner. Mais les difficultés de contact que je pouvais avoir avec mon environnement, difficultés au sens large, je crois que en essayant de devenir un accompagnant gestaltiste, ça a été pour moi donc une manière de me construire, moi en tant que personne, de réparer les choses, mais de me construire dans mon identité d'accompagnement, mais aussi de personne, de dépasser des choses qui étaient très difficiles pour moi. Et chaque fois que je suis dans ce temps d'accompagnement avec un client, dans ma manière d'être, j'allais dire de le faire, mais dans ma manière d'être, comme je le suis là avec vous, c'est pour moi une manière on va y revenir tout à l'heure, d'établir une forme de contact dans ce cadre professionnel, mais qui était quelque chose de difficile pour moi avant le travail. J'en ai encore quelques émotions, avant le travail que j'ai pu faire en Gestalt et la formation. Et le travail aujourd'hui que je mène, la manière dont je le mène. Voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui c'est à la fois du préambule, mais pour moi on est dans le cœur de notre sujet. Et j'ai envie maintenant de vous demander, de vous poser la même question que je vous posais tout à l'heure. Et maintenant, que ressentez-vous? Peut-être de l'écrire, de reprendre contact avec ce que vous avez écrit il y a 10 minutes maintenant peut-être. Et puis s'il y en a quelques-uns qui ont envie juste de dire quelques mots, de partager avec moi, je veux dire entre le avant et le maintenant, ce qu'il y a de changé, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, ça me va juste comme ça d'interagir quelques instants avec quelques-uns d'entre vous. Et je vous passe le micro si vous voulez ou pas. Non, peut-être pas. J'ai écrit à la première question, qu'est-ce que vous ressentez? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Oui. J'avais écrit de la curiosité, un intérêt amusé et le stress de l'organisateur. Et puis quelques minutes après vous avoir écouté, je viens d'écrire une proximité émotionnelle, un intérêt grave et une capacité d'écoute totale.
Vous pourriez dire un peu plus sur proximité émotionnelle? Je crois que quand vous avez dit à quel point votre client vous avez touché, je me suis senti immédiat. J'essaye de pratiquer un coach débutant et quand je rencontre ce que vous avez appelé la détresse, je ne peux pas m'empêcher d'être lui-même direct. Donc ça, je comprends en 5 secondes. Et quand vous avez évoqué les raisons qui vous avaient amené cette posture, chose qui ressemble à mon propre parcours. Ouais. Ah oui, quand vous dites ça, et vous parlez de proximité, c'est là maintenant où j'en suis, je pourrais avoir envie, mais c'est pas le cas, de venir un peu plus vers vous, de vous questionner, de partager d'autres choses avec vous. Hein, si, je sais pas, à la pause, plus tard, un jour, je sais rien. Mais voilà, il y a quelque chose, et si je peux le sentir physiquement, il y a quelque chose, un mouvement qui n'était pas là tout à l'heure. D'autres choses? Moi, j'étais un peu comme Olivier aussi dans la curiosité, c'est ma rage, mais aussi dans une position d'ouverture et des détentes intellectuelles et corporelles, malgré une certaine douleur due à l'initiative. Donc voilà, corporelle. Et après j'ai le ressenti autour de l'empathie, enfin d'un sentiment d'empathie qui a surgi en quelque sorte, qui a émergé peut-être plus fort qu'avant, même si c'était un peu dans les mêmes dimensions. Et aussi un sentiment d'une sorte d'ouverture intérieure quelque part. Et j'ajouterais que peut-être, c'est la perception en termes de voyants, aussi votre voix, j'ai trouvé relativement chaude, quelque chose qui, quelque part, à mon avis, est peut-être un vecteur qui permet quelque chose. Et ça, c'est chacun comment on perçoit. Et qu'est-ce que ma voix chaude générait chez vous? Elle génère, je dirais, probablement de la confiance, quelque chose de cet ordre, sans dire Mais observez ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure et ce qui est en train de se mettre en place là. Hein, enfin, à la fois entre Olivier, Olivier, moi, ou Yann. Pardon, votre prénom? Yann. Et comment d'ailleurs ce phénomène dans un groupe, comment à un moment ce qui peut commencer à se tisser là, comment à un moment ça peut aussi interagir sur l'ensemble du groupe, hein, et comment d'autres liens se font, hein, ou d'autres proximités se créent, sans forcément d'ailleurs qu'elles soient exprimées, matérialisées. Parce que je pourrais imaginer que ce qui se dit là, d'autres peuvent se dire oui, tiens, c'est vrai, moi j'ai ressenti ça aussi, et comment ça peut nous rapprocher. Une dernière chose peut-être? Moi je veux bien. Au début j'ai mis donc ouverture, intérêt, confiance dans l'animateur, voilà. Celui qui vient vers nous. Dans le même temps évidemment implication pour moi dans le dispositif, enfin, voilà, ça c'est tout au début, hein, avec toujours le souci que l'après-midi s'inscrive dans le fonctionnement de la FAP, hein, les deux. Et puis évidemment ce qui m'a là touché, moi j'ai écrit le début d'un contact avec toi. C'est-à-dire que pour moi c'est clairement là une manière d'ouvrir où je me dis ça m'intéresse, quoi. Je veux dire ça. Et puis on va parler de la vraie vie. On va parler si on avait à continuer. Alors on va parler vraiment de ce que tu fais, de ce que tu dis, le tutoiement des vies, c'est pour ça que je restitue, c'est comme ça que j'écris. Et donc tout de suite c'est l'ouverture sur quelque chose qui est au centre, au centre qui m'intéresserait, je me sens vraiment engagé, sollicité pour partager.
Voilà. Il va fort. Et ça me plaît. Et peut-être, bon, enfin, je te tutoierai aussi sans problème maintenant, bien sûr, mais alors, je suis juste partagé, il y avait une main qui s'est élevée là en même temps que toi, puis après on va, elle est juste. Non, c'était pour ajouter peut-être un élément, moi, donc au début aussi, des temps, et après, un peu d'émotion, mais un très grand vide. Un vide. Un très grand vide, mais que j'interprète comme une très grande ouverture. C'est-à-dire que j'ai l'impression de vider ce que j'avais de moi, de m'ouvrir pour accueillir complètement. J'ai écrit coquille, comme quelque chose qui s'ouvre et qui est prêt à. J'entends grande disponibilité aussi. Bon, je pourrais avoir envie de continuer à échanger avec vous sur tout ça, mais on s'était dit qu'on allait faire ce petit exercice d'introduction pour pouvoir à la fois être tout de suite dans le sujet, parce qu'en Gestalt, on préfère vivre, être, expérimenter tout de suite. Vous verrez dans ce qu'on va vous raconter ou ce qu'on va continuer à faire, que pour nous, c'est un des piliers fondamentaux de quelle expérience, et c'était pour nous une manière d'introduire des postulats, des fondamentaux de la Gestalt. On vient d'en toucher deux, mais Claudia va en parler, elle va reprendre tout ça. C'est à la fois l'importance de l'expression de l'éprouvé, qu'il soit émotionnel ou corporel, et aussi, quand tu as dit, voilà, je suis en contact, quoi, et cette importance du contact. Et je vais repasser le micro à Claudia qui va reposer un peu ses fondamentaux à partir de notre petite expérience. Alors, dans cette petite expérience que Daniel nous a proposée, on a déjà pu aborder quelque chose qui est important en Gestalt, c'est l'idée de la co-création. Donc, quand on lisait le titre de la construction identitaire, en Gestalt, on parlera toujours plutôt de co-construction identitaire. Alors, vous pouvez m'excuser à l'avance parce que je vais souvent utiliser le mot de thérapie parce que mon métier c'est psychothérapeute, alors je suis totalement déformée professionnellement. Mais en réalité, je voudrais à chaque fois parler de la posture gestaltiste, parce que psychothérapeute c'est mon métier, coach c'est pour moi un métier en tout cas. Formateur, des choses comme ça, alors que la gestalt, être gestaltiste, c'est effectivement, comme Jean-Louis disait tout à l'heure, une posture. Et donc une posture utilisable non seulement professionnellement, mais une posture utilisable dans la vie. C'est-à-dire que le travail du gestaltiste, c'est de l'être à chaque moment de sa vie. C'est une posture de l'être, donc c'est un travail sur soi, un travail de conscience de soi. Mais effectivement, par des formations professionnelles, je parle souvent de thérapie. Alors déjà définir qu'est-ce que c'est que la Gestalt, parce que finalement c'est un mot assez mystérieux, Gestalt. En fait, il aurait mieux valu appeler cette posture la Gestalten, parce que dans cette posture, nous travaillons beaucoup sur la production de la forme. Production de la forme de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, ça aurait pu s'appeler la gestalthérapie, finalement la thérapie du mouvement ou la thérapie du contact, vous voyez, parce que ce qui nous intéresse par-dessus tout, ça n'est pas la structure d'un individu, mais plutôt le mouvement du contact de cet individu dans la situation, avec son environnement. Vous voyez, et donc, on va observer finalement tout le temps un processus de contact. Vous voyez. Alors, alors Fritz Perls, qui est donc le fondateur de cette posture, est un dissident de Freud. Toutes les grandes théories sont issues de dissidence, bien sûr. C'est un dissident de Freud. Il a commencé donc par être psychanalyste. Il est berlinois, il est né en Allemagne. Et il s'est intéressé particulièrement à l'agressivité orale, ce qui n'intéressait pas beaucoup Freud à l'époque,
Il était beaucoup plus tourné, Freud, vers l'agressivité anale, avec tout le non, la position de rétention, des choses comme ça, toutes les pulsions sexuelles. Peirce trouvait que tout cela, tout le processus de l'agressivité démarrait bien avant ça, bien avant dès les premières heures de notre vie, et notamment dans l'oralité. Il a essayé de développer cette idée que l'agressivité, la manière d'agresser l'environnement, était déjà très constitutive de ce que nous sommes. Et très fier de ses recherches, il est allé présenter ses travaux à Freud, qui n'a pas du tout apprécié d'être désavoué ou d'être complété de cette manière-là. Et donc, il y a eu vraiment une fracture à ce moment-là entre Peirce et Freud. Mais ça a permis à Peirce de développer, d'approfondir ses travaux sur cette agressivité orale, vous voyez. Et en Gestalt, du coup, l'intérêt pour l'agressivité est resté très forte. Mais l'agressivité dans sa définition, c'est-à-dire agresser, c'est-à-dire ce mouvement d'aller vers l'environnement. Vous voyez, c'est ça qui a beaucoup intéressé Peirce, l'aller vers. Voyez. Alors, je voudrais, nous avons décidé de vous proposer quelques postulats comme ça qui sont chers à la Gestalt, qui sont un peu bruts de pomme, mais qui ont l'avantage de définir comme ça un petit peu fortement la posture. Après, c'est une théorie assez complexe parce que finalement, être en contact, on se dit c'est facile, mais vous savez bien en tant que professionnel de la relation qu'il n'y a rien de plus difficile. Donc la théorie est très complexe, mais nous avons peu de temps pour la partager avec vous. Donc je vais simplement vous citer quelques postulats qui sont fondateurs de cette posture-là. Alors peut-être un des premiers postulats, c'est qu'effectivement, seul existe l'ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre existence que dans le moment que nous vivons. Donc comme postulat gestaltiste, dans le postulat gestaltiste, le passé et le futur n'existent tout simplement pas. Vous voyez, nous sommes radicaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ce sont des constructions mentales, ce sont des représentations, ce sont des constructions de l'imaginaire. Donc tout notre travail de gestaltiste va se centrer sur être avec le client dans le moment que nous vivons ensemble. Alors c'est important pour nous parce que du coup il n'y a pas de construction linéaire du temps. Nous ne sommes pas dans une représentation linéaire du temps. Vous voyez, il n'y a pas cette dimension donc, que l'on peut trouver en psychanalyse, où il y aurait des stades antérieurs, des régressions, du travail fait sur un retour possible ou des stades développementaux qui ne seraient pas bien passés, qui ne se seraient pas bien passés, et donc il y aurait des régressions à des stades antérieurs. Pour nous, les chapitres, donc, seul l'ici et maintenant existe. Et lorsque un client évoque avec nous une situation professionnelle passée ou une problématique de son histoire familiale, pour nous, gestaltistes, c'est simplement une actualisation dans l'ici et maintenant du passé. C'est-à-dire qu'il donne vie dans ce moment présent avec nous à une histoire passée. Mais ça veut dire que c'est simplement le souvenir qu'il en a sur lequel nous travaillons. Et donc nous allons rester centrés sur le processus de contact entre le client et le praticien, enfin, le formateur, le coach. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette personne-là a besoin de me parler de ça maintenant, comment elle m'en parle maintenant, quelle émotion elle a en me parlant de ça à moi, qui suis en face d'elle, qu'est-ce que j'éprouve en face d'elle quand elle me parle de ça. Mais à aucun moment, je vais m'intéresser au contenu de ce passé-là comme étant une réalité. Vous voyez, il y a toujours cette idée que c'est une construction subjective et que la seule réalité possible, exploitable, c'est celle que nous vivons. D'accord ? Et nous avons le même positionnement par rapport donc au futur, qui n'est qu'une projection de notre imaginaire, nécessaire, certes, c'est une anticipation, une projection de moi, de nous, de mon histoire pour les jours à venir. Mais en réalité, c'est maintenant que tout ça se fait, c'est maintenant que j'ai cet imaginaire-là, et comme pour cette histoire du passé, c'est maintenant que je l'exploite avec mon client.
Alors peut-être vous pouvez déjà voir que ça signe vraiment une posture particulière, notamment en thérapie, puisque ce n'est pas le contenu du passé et pas du tout nous ne sommes donc pas dans une représentation causale des événements. On ne cherche pas du tout à savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi dans mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire qui expliciterait ce que je suis en ce moment ou ce que je dis en ce moment. Je suis uniquement centrée en tant que gestaltiste sur comment les choses sont vécues et comment les choses sont racontées maintenant. Vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous estimez que ce que je raconte n'est pas clair du tout. Quitte à être dans lycée maintenant, autant en profiter. Alors, un autre postulat qui est assez important pour nous, gestaltistes, c'est que l'être humain n'a pas d'existence en dehors du contact. Vous voyez, donc là aussi, on est très radical. C'est-à-dire que, alors l'existence évidemment n'est pas à comprendre dans son aspect matériel. C'est-à-dire mon corps physique, bien sûr, existe. Point. L'existence, évidemment, dans le sens existentialiste, dans le sens philosophique du terme. Mais mon existence ne dépend absolument de l'environnement dans lequel je suis. Alors, pour vous donner l'exemple le plus basique, c'est que je ne peux respirer que l'air qui est à l'extérieur de moi, que cette opération-là, qui est privée, ma respiration, est totalement dépendante de l'environnement qui s'appelle air. Et de ce point de vue-là, toutes les opérations sont considérées sous cet angle. C'est-à-dire que mon existence dépend de votre existence. Si vous n'existez pas, je n'existe pas non plus. Donc l'apparition de l'existence au moment où les choses sont vécues sont fondamentales dans le Gestalt. Et donc, je pourrais dire que j'apparais à l'occasion de vous. Vous apparaissez à l'occasion de moi, vous voyez, et que là, ça va beaucoup influencer notre représentation d'identité. C'est-à-dire que je existe et mon identité peut être définie à partir des sentiments que vous me faites éprouver, des stimulations que vous exercez sur moi, et que c'est cette existence-là que nous allons travailler, que nous allons transformer. Vous voyez, dans l'expérience tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est ce qui était en train de se passer. C'est pas qui est Olivier, c'est pas qui est Dominique. Permettez-moi, j'en ai rien à faire. Mais ce qui était important, c'est ce qui commençait à se passer là entre nous au moment où nous échangions ce qui était là. Ça, c'est quelque chose. Voilà, quand Claudia dit apparaître à l'autre, à ce moment-là, c'est dans cet échange-là. Et c'est ça qui va nous importer de regarder. Alors la thérapie gestaltiste a d'ailleurs failli s'appeler la thérapie du contact. Oui. Alors le contact, c'est pas évidemment la relation, c'est pas non plus le lien. C'est-à-dire que la thérapie gestaltiste n'est pas une thérapie relationnelle. La relation, ça nécessite déjà une construction dans le temps, une construction linéaire, pour qu'elle puisse être qualifiée, la relation. Il y a des relations professionnelles, des relations amoureuses, des relations de toutes sortes. Lorsque nous parlons du contact en Gestalt, c'est vraiment la rencontre immédiate. C'est-à-dire ce que nous pouvons commenter ensemble de ce que nous vivons, de ce que nous éprouvons les uns par rapport aux autres. Peut-être une autre définition aussi, c'est ce que j'appelle environnement par rapport à l'organisme que je suis, c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc c'est assez large, ça ne se résume pas à vous, c'est tout ce qui m'entoure. Et ce que je suis, mon existence en ce moment, est définie aussi par le temps qu'il fait, par la qualité de cette pièce, de l'acoustique, par mon état de santé du moment. Vous voyez, donc c'est vraiment large l'environnement. Et c'est cette rencontre entre l'organisme et l'environnement qui va être commentée. Donc nous sommes toujours en train de travailler sur un processus. Un processus de contact. Et c'est ce qui rend un petit peu difficile cette posture, parce qu'en fait, il s'agit de commenter quelque chose qui est sans cesse en mouvement. Vous voyez,
Donc c'est assez difficile de décrire un vélo qui roule, un cycliste qui fait une course. C'est-à-dire qu'il faudrait sans cesse être en train de le commenter pour pouvoir rendre compte de sa vérité. Et c'est un peu le travail du gestaltiste. C'est d'être dans un commentaire constant et changeant de la réalité du contact. Vous voyez ? Et la transformation va être, parce que c'est quand même ça qui est tout le temps cherché, visé, dans les thérapies d'accompagnement, enfin dans les postures d'accompagnement, la transformation, c'est vraiment observer dans cette mobilité-là. Alors peut-être un autre postulat qui en découle, c'est qu'il n'y a pas de structure type de l'individu en Gestalt. Ça ne nous intéresse pas du tout, puisque la représentation centrale pour nous, c'est la représentation du contact, de l'existence dans le contact. Donc il ne peut pas y avoir de structure figée, ou plutôt, nous allons plutôt considérer que dès qu'il y a fixité du mouvement, une impossibilité de se mouvoir dans le contact, eh bien alors il y aura dysfonctionnement, il y aura pathologie. Vous voyez ? Donc, lorsque nous reviendrons tout à l'heure sur la construction identitaire, nous ne pouvons absolument pas travailler en tant que gestaltiste avec des grilles de personnalité. Et où nous chercherions à définir une personnalité saine, type, normale, dite normale, à partir de laquelle on pourrait être en référence, vous voyez. Et puis à partir de là, on chercherait à corriger ce qui se dysfonctionne pour que ça devienne sain. Alors on ne peut pas faire ça, il n'y a pas de structure type, et finalement, un organisme sain pour nous, c'est un organisme capable de changer en permanence. Vous voyez, donc une autre notion extrêmement centrale en Gestalt, c'est la notion d'ajustement créateur. Vous voyez, donc une personnalité saine, c'est une personnalité mobile, changeante, capable de s'ajuster, pas de s'adapter, mais de s'ajuster dans une créativité très forte à tout instant à ce qui est en train de se passer. Alors ça a l'air formidable quand on dit ça. Créativité, mobilité, fluidité dans le contact, etc. Alors ça l'est formidable, mais en prenant compte le fait que c'est aussi extrêmement angoissant. C'est anxiogène, vous voyez, parce que nous avons plutôt l'habitude de chercher la sécurité dans la structure. C'est-à-dire, nous cherchons à nous reconnaître. Vous savez bien que nous sommes très contents lorsque nous sommes identifiés. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, ça c'est bien moi. Là, je me reconnais quand quelqu'un me dit, ah, tu es comme ceci, tu es comme cela. Même si ce n'est pas très valorisant ce qu'on est en train de me dire, mais en tout cas c'est sécurisant parce que je me reconnais dans le propos fixe. Voyez ? Alors cette idée d'être constamment mobile et de ne pas pouvoir s'accrocher à une structure de personnalité est anxiogène. Et donc c'est ça que nous allons travailler. S'ajuster et pas s'adapter. Tout à fait. Bien sûr. Alors oui, ça c'est important parce que l'adaptation pour nous, ce serait finalement privilégier l'environnement et faire une tentative de manipulation sur moi-même, une contorsion pour tenter de répondre à l'environnement. L'adaptation est comprise dans cette définition-là. Alors voilà, ce serait une adaptation pour nous, on s'adapterait à l'environnement, mais du coup, ce serait dans une contorsion, vous voyez, quelque chose qui ferait que je ne serais pas pleinement engagée dans ce qui se passe. Alors dans cette idée d'ajustement créateur, il y a vraiment l'idée que je suis totalement engagée dans un contact plein, vous verrez tout à l'heure qu'on reviendra sur cette notion-là, dans un contact plein avec ce qui se passe, et je vais créer la meilleure solution possible dans l'ici et maintenant, en tenant compte de l'environnement, mais sans m'oublier, sans oublier aucune partie de moi. Et donc il y a vraiment l'histoire d'une rencontre pleine entre l'organisme et l'environnement. C'est évidemment un état idéal, mais c'est un état vers lequel nous tendons en Gestalt. Être pleinement engagé dans ce que je vis, dans l'ici et maintenant. Alors, je réponds un petit peu à votre question.
Voilà. Alors, je finirai avec un dernier postulat. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain, donc on va se limiter quand même. Et le dernier, c'est quelque chose que Daniel a mis en exergue tout à l'heure dans son expérimentation, c'est l'éprouvé, l'éprouvé du professionnel, du client, et aussi l'éprouvé du client dans notre profession, et au centre de notre travail. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une posture émotionnelle ou dans une thérapie corporelle, psychocorporelle, pas du tout. Nous gardons bien cette idée que c'est une posture holistique, mais ça veut dire qu'il y a une réhabilitation très forte, effectivement, de l'éprouvé. Ça implique donc une grande implication du professionnel. Parce que pour être dans cette posture, on ne peut pas demander simplement au client d'être engagé totalement, et mentalement, et physiquement, et émotionnellement, pour créer du contact. Il faut aussi, en tant qu'environnement de ce client-là, que nous soyons totalement engagés dans cette expérience-là. Donc il y a un partage d'éprouvés, et il y a une observation de la co-construction dans un énoncé de l'éprouvé aussi du coach ou du thérapeute dans cette posture. Vous voyez, donc ça nécessite évidemment une grande conscience de soi et un grand travail sur soi-même pour pouvoir avoir quelques longueurs d'avance sur le client quand même. C'est-à-dire avoir une bonne conscience de ce que nous vivons. Alors je vais peut-être juste finir cette partie-là en vous décrivant un petit peu donc le cycle du contact. Donc un des outils de notre théorie gestaltiste, c'est le cycle du contact. Je vais dessiner comme ça, on va dire. Alors le cycle du contact est supposé décrire. Vous voyez bien que dès que je fais un dessin pour parler de quelque chose qui est en mouvement, je commets une erreur, je fixe quelque chose, mais il faut bien que je tente de vous décrire ce qui se passe quand même. Donc c'est un outil qui me permet de décrire le contact en cours. Donc quand on parle du cycle du contact, on ne parle pas du cycle d'une personne. D'ailleurs, on va parler plutôt du self en Gestalt. Et le self n'est pas du tout le self winnicottien, c'est-à-dire le self qui représenterait un soi, mais c'est plutôt le système de contact en cours, qu'on appelle comme ça en Gestalt, le self, système de contact en cours. Et dans ce cycle de contact, pour que l'opération soit fluide, soit pleine, soit juste, et dans cette idée de l'ajustement créateur, nous les décrivons de cette manière-là. Pour qu'il y ait contact, il faut a priori qu'il y ait rien. Voilà, d'abord du rien. C'est ce qu'on appelle en Gestalt le vide fertile. C'est joli comme nom aussi, mais ça fait très peur, le vide fertile. Vide, néant, c'est aussi très anxiogène. C'est si anxiogène que nous abordons la plupart des contacts, et donc des relations, en remplissant ce vide de tout un tas de trucs, comme par exemple des représentations, des idées sur ce qui va se passer, des projections du futur, des projets sur l'autre, des représentations de moi-même, je suis une bonne ceci, une bonne cela, voilà comment ça va se passer, vous voyez. Donc nous démarrons le moment présent avec plein de représentations qui sont censées nous rassurer. Alors en Gestalt, on dit, ben non, là évidemment, on est déjà en train d'orienter le contact, et certainement d'orienter le contact avec des automatismes, avec des représentations toutes faites, avec des idées fausses, puisque des fois les projections sont toujours justes. Alors nous allons tenter, pour démarrer un cycle de contact fluide, sain, d'accéder au vide fertile, c'est-à-dire un vide dans lequel il n'y aurait aucun présupposé, aucun a priori, aucun sentiment qui viendrait parasiter la rencontre, pour que je vous rencontre et que nous créions ensemble le meilleur ajustement. Il n'y aurait d'abord rien. Ensuite, eh bien, il va y avoir quelques sensations. Peut-être que vous avez
commencé à sentir ça tout à l'heure dans l'expérience, la présence de l'autre, la voix de l'autre, le visuel de l'autre, va commencer à créer des sensations corporelles. Donc en Gestalt, on dira que le corps est le fond de l'expérience. Il ne peut rien se passer s'il n'y a pas de corps. Essayer de penser sans corps, c'est assez difficile. Donc le fond de l'expérience, c'est le corps. Donc il y a des sensations qui sont naissantes, mais ces sensations ne sont pas toujours accessibles déjà à la conscience. Donc quand on parle de sensations, ce sont des choses qui se passent dans le corps, qui ne sont pas conscientisées, mais qui agissent déjà le contact, qui co-construisent le contact. Si je prends un exemple simple, l'exemple de la faim, je vais avoir des sensations physiques, des phénomènes physiques qui vont se passer au moment où la faim va émerger en moi, mais peut-être je n'en aurai pas conscience. Peut-être que vous aurez conscience de cela avant moi, parce que je vais commencer à m'agiter. Vous voyez, si mon estomac commence à se contracter, je vais avoir une certaine réaction à cette sensation que vous percevrez mieux que moi, dont vous pourrez m'informer avant moi même que je les sente. Donc, avoir des sensations précède le moment où je vais pouvoir nommer ces sensations. Je vais nommer ce qui se passe. Et nommer ce qui se passe est une opération difficile. Parce que lorsque j'ai une sensation, par exemple un estomac qui se contracte, qui se serre, encore faut-il que je puisse mettre le bon qualificatif sur la sensation. Parce que cet estomac qui se contracte, peut-être c'est la faim, mais peut-être c'est la peur. Et vous voyez que c'est une autre étape du cycle du contact qui est importante parce que à cette étape-là peuvent advenir beaucoup de dysfonctionnements déjà. Si je ne nomme pas bien ce qui se passe, le contact risque d'être perturbé. Ok ? Ça va tout ce que je raconte? Ça vous parle? N'exprime pas dans le sens verbal du terme, mais dans le sens global du terme. C'est-à-dire que je peux le montrer avec le corps, mais je peux le dire. Donc, toute forme d'expression est inclue dans cette dimension holistique. Et enfin, pour que je mène une action juste avec l'environnement dans lequel je suis, dans la situation dans laquelle je suis, et bien maintenant, il va falloir que je m'oriente vers la meilleure décision possible, vers le meilleur choix possible. Nous entrons maintenant dans une phase d'orientation qui va nous amener au plein contact. Mais pour cette phase d'orientation, il va falloir que je sache percevoir de manière claire ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans l'environnement. Et pour ça, il faut une grande capacité de présence à ce qui se passe. Parce que vous savez bien comme moi que si je ne veux pas entendre quelque chose, je ne m'entends pas. Quelquefois, je peux entrer dans une pièce et découvrir au bout d'une heure qu'une personne s'y trouvait assise. Je ne l'ai pas perçue jusque-là. Donc, cette capacité de présence à ce qui se passe est absolument fondamentale au moment de l'orientation. Alors, voilà le déroulé de tout ce qu'il nous faut pour que le plein contact puisse advenir, pour que l'ajustement créateur se fasse dans une rencontre entre l'organisme et l'environnement. Si l'organisme rencontre un environnement stable, fixe, comme l'air qu'il respire ou la nourriture qu'il consomme, c'est déjà une expérience difficile, minutieuse, qui nécessite beaucoup de travail. Mais lorsque l'environnement est une autre personne, vous en connaissez la complexité. Donc dans la posture gestaltiste, ce travail va être d'être attentif à comment se déroule ce cycle. Voilà. Des questions auxquelles il faut que je réponde ou est-ce que ça vous... Accéder aux différentes. Oui.
Alors, il y a des techniques, non, pas des techniques, un gros travail donc, qui se fait dans la posture gestaltiste. Et donc là, c'est de la complexité dont je vous parlais tout à l'heure. Mais par exemple, pour ne citer que cela, toutes les représentations avec lesquelles j'arrive, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'arrive dans cette salle et je me dis, ce groupe, c'est un groupe de professionnels, forcément ils vont me juger, ça va peut-être mal se passer. Enfin, vous voyez, si j'ai des représentations comme ça, tout le travail va constituer d'abord à identifier ces représentations et puis à s'en défaire. Alors là, nous ferons un travail sur les croyances, mais ça pourra tout aussi bien être un travail sur ce que nous appelons la fonction ça en Gestalt, c'est-à-dire avec quelles émergences sensorielles, émotionnelles j'arrive, qu'il va falloir identifier, exprimer, pour qu'elles retournent dans le fond et qu'elles ne viennent pas perturber ma présence à l'autre, voyez, pour que je sois bien dans cette indétermination qui signe un bon contact pour nous. C'est un long et grand travail, rien que cela. Mais vous voyez qu'en parlant de toutes ces étapes, les dysfonctionnements à chaque étape sont multiples, et c'est ce qui nécessite ce travail dans la posture gestaltiste pour bien identifier ce qui se passe. Cela ne peut se faire que si je suis impliquée en tant que professionnelle dans ce qui se passe, impliquée pour dire ce que je ressens, mais impliquée à dire ce que j'observe, ce que je perçois, et comment l'autre me contacte et me stimule, et comment je vais pouvoir informer l'autre aussi de ses représentations dans mon sujet. Vous voyez, il y a vraiment un grand travail dans l'échange, dans le contact. Est-ce que la fin d'un contact, la fin du cycle du contact, a un rapport parler d'une fin de séance, donc ce n'est pas la fin du cycle du contact, vous voyez, parce que le cycle de contact, c'est ce qui se passe dans les séances. Donc peut-être qu'à la fin de la séance, nous en sommes au début du cycle de contact. Nous sommes simplement en train de sentir des choses, nous ne les avons pas encore exprimées. Vous voyez, le cycle de contact, il ne concerne que le moment vécu et pas la fin d'une séance ou d'une vie ou d'une semaine. Non, mais bon, après ça répond indirectement à votre question. Tout à fait. Je ne le termine pas parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais effectivement, après, il y a le post-contact, et c'est l'assimilation de ce qui s'est passé dans le cycle du contact. C'est-à-dire que cette idée que lorsque je suis pleinement engagée dans le contact, et bien ensuite, je vais assimiler ce qui se passe et ça va venir enrichir mon expérience de vie et me rendre encore plus mobile pour tous les instants à venir. Vous voyez, donc l'enrichissement de l'identité, de la fonction personnalité, dépend de cette capacité à être totalement présent. Oui. Une question, est-ce que le plein contact peut se poursuivre entre les séances, que ce soit du coaching ou de la thérapie, mais entre les séances d'accompagnement? Alors, il peut y avoir un tas de plein contact entre les séances. Vous voyez, ce que nous appelons le plein contact, alors j'aime bien donner cet exemple-là parce qu'il est parlant pour tout le monde, mais vous avez tous déjà vu un coucher de soleil dans votre vie, peut-être même plusieurs, j'espère. À chaque fois, c'est beau, un coucher de soleil. Voilà. On peut dire qu'il y a du contact entre vous et le coucher du soleil, et à chaque fois. Donc les contacts sont fréquents, multiples, nous ne vivons pas un cycle du contact, nous vivons beaucoup de contacts et des cycles qui s'enchaînent puisque c'est toujours le moment présent. Et ce que nous appelons le plein contact, c'est lorsque vous vous souvenez ce coucher de soleil qu'un jour vous avez vu et vous avez fait waouh, et il est resté gravé en vous parce qu'à ce moment-là, il y a eu une telle rencontre entre vous et ce coucher de soleil que pendant un moment, vous n'avez plus su si c'était lui qui vous rendait, qui vous mettait dans cet état, ou si c'est vous qui rendiez ce coucher de soleil extraordinaire. Parce que ceux qui étaient à côté de vous disaient « Ah bon, tu le trouves extraordinaire, toi, ce coucher de soleil ?» Mais pour vous, c'était un moment de plein contact, c'est-à-dire un moment d'engagement total dans l'expérience de contact.
Alors c'est ça, qu'un contact, on n'en vit pas tout le temps. Vous voyez. Mais par contre, des contacts, tout le temps. Mais c'est ce que nous allons chercher à regarder, c'est la qualification du contact. Mais en même temps, ce qui nous intéresse en tant que professionnels, c'est quand ce contact est perturbé. Et notamment, par exemple, quand un de vos clients échoue constamment dans les contacts qu'il mène, comment ça se passe? Comment le cycle se déroule? Et vous en allez avoir une trace, un signe, une existence dans le moment que vous allez partager avec lui. Parce que le contact est là, tout est visible, tout est accessible. Je vais te donner le exercice, c'est ça? Pas d'autres questions pour l'instant? Si? Le contact dans un environnement hostile, dont on ne partage pas peut-être l'environnement hostile, peut-être une personne qui ne partage pas les mêmes idées, ou peut-être un peu conflictuel. Je ne sais pas. Tu réponds? On ne voit pas ce qu'on en fait, on passe par un point. Mais, quel est un contact dans ce moment-là? le plein contact peut être dans la confrontation et l'expression de désaccord. Oui, un client, par exemple, qui va être dans l'environnement que vous décrivez, par exemple. La question dans l'accompagnement va être un moment de lui faire ressentir les sensations, l'émotion qu'il peut avoir dans cette situation conflictuelle, de lui faire identifier les ressentis